Bonsoir à tous, nous sommes le 20 avril 2024. Vous pouvez aller voter pour votre député européen le 9 juin prochain. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir la scénographe Pauline Felouza. Bonjour. Bonjour Pauline, je suis trop content de faire ça avec toi. Je suis très contente d'être ici. Alors, on se connaît pas très bien. Enfin, c'est un peu, voilà, on s'est un peu croisés longtemps et tout ça. Pour tout vous avouer, on était au même lycée, au même collège, je sais plus lequel. On était au même lycée à Charlemagne. Voilà, et après on s'est perdu de vue, puis on s'est croisés comme ça, puis on se connaît pas si bien. Mais par contre, j'ai été ébloui quand j'ai vu l'exposition Gilles Ayot au Centre Pompidou, où j'ai pu voir en lettres de feu écrit Pauline Felouza, scénographe. Donc c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter, pour que tu nous parles un peu de comment ça se passe. Mais donc, t'as deux manières de travailler, on va dire. Oui. Très simple. Donc il y a une partie qui est la partie scénographie dont on va parler après. Et d'abord, tu as un rôle un peu étrange qui est architecte d'exécution pour des artistes contemporains. Alors c'est plus vraiment deux façons de travailler, parce que ces deux façons de travailler, au fil du temps et au fil des pratiques, se sont vraiment mélangées. Et maintenant, il m'arrive vraiment de faire l'un ou l'autre, mais c'est plus deux pratiques différentes, ce qui était peut-être un peu plus le cas au début de ma carrière. Voilà, parce que tu as commencé tes études par des arts déco et en même temps après tu as fait l'école d'archi, c'est ça ? Ouais, j'ai fait les arts déco, j'ai fait l'option scénographie, mais là j'ai pas vraiment fait de muséo, j'ai vraiment fait un muséo, c'est de la scénographie, enfin tout ce qui concerne un petit peu les musée. musées, voilà, l'espace du musée. J'ai vraiment travaillé le théâtre, le cinéma, le décor de cinéma, un petit peu ce qu'on va appeler de l'art urbain, mais j'ai jamais abordé dans mon cursus la scénographie d'exposition. Et alors, tu m'as dit très joliment que toi, tu avais envie de faire des espaces où les gens pouvaient traverser l'espace. Et ça, ouais. Pour ça, il faut avoir des compétences particulières et tout ça, c'est ça ? En fait, après les arts décoratifs, j'ai pas arrêté mes études, j'ai continué, je suis passée en architecture, où j'ai jamais eu vraiment l'intention d'être architecte. Mais oui, comme tu dis, j'avais une petite frustration en faisant que des décors ou des espaces qui allaient être captés, parce que les gens n'allaient pas pénétrer dans les espaces que j'allais concevoir. Et je viens d'une famille d'architectes et j'avais vraiment cette envie-là. Je sentais une frustration qui allait apparaître à un moment donné dans ma carrière. Donc je me suis dit, tant que je suis en train de faire mes études, autant finir. Et à l'époque, en fait, quand on faisait de la scénographie d'exposition, il fallait être architecte parce qu'on signait des projets dans des ERP, établissements recevant du public. Merci. Et voilà, maintenant c'est un petit peu changé, mais à l'époque c'était nécessaire d'être architecte pour être scénographe d'exposition. C'était pour des raisons d'assurance ou trucs comme ça, oui, exactement. De sécurité. Oui, tout à fait, de sécurité. S'il y avait un accident, c'était toi le responsable. Quand j'ai commencé, un scénographe d'exposition, parce que c'est un métier vraiment très nouveau, qui a été un peu une séparation. Il y a eu une séparation avec le travail de l'architecture à un moment donné, et donc sa pratique était complètement calquée sur le métier de l'architecte. Et il y avait cette lourdeur-là au niveau de la sécurité, comme si on signait des bâtiments à chaque fois, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. On fait vraiment, finalement, c'est un peu plus de l'événementiel aussi ce qu'on fait. Et là, tu as fait 5 ans d'art déco, et après, c'est combien d'architecture ? J'ai fait 4 ou 5 ans d'art déco, et après, je suis passée en équivalence à la Villette, je suis rentrée en 4e année, donc j'ai dû faire 3 à 4 ans. Ouais, donc c'est comme médecin, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu long, mais j'aimais beaucoup les études, okay. Ça m'a plu. Trop bien. Et donc, alors on va séparer les choses en deux morceaux. Donc là, on va parler de l'aspect, comme architecte d'exécution pour les artistes contemporains, oui. D'abord. Donc, tu as travaillé d'abord avec une circassienne, c'est ça ? Qui s'appelle Nettie Radvani. Alors ça n'a rien à voir avec l'architecture d'exécution. Oui, c'est le début. Ouais. En fait, en sortant de l'école, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je pense qu'un peu comme tout le monde. Et donc, j'ai travaillé un petit peu au cinéma, où j'ai eu des expériences qui ont été vraiment très, très enrichissantes, même pour la scénographie d'exposition. Le fait de faire des décors pour faire des travelling ou des choses comme ça, ça a été des expériences assez fondatrices. Et puis, ayant fait des études de scénographie de théâtre, on va dire, c'est vrai que le cirque et la dimension scopique comme problématique m'intéressaient beaucoup. Et il se trouve qu'autour de moi, j'avais des amis qui faisaient des formations de circassiens, notamment une amie écuyère. Et j'ai commencé à faire des résidences avec elle et de travailler. Alors là, c'est pas vraiment du décor, parce qu'il n'y a pas vraiment de décor dans le cirque, mais c'est plus des agrès, des objets avec lesquels elle va se mouvoir. Donc ça peut être des structures, comme ça peut être des marionnettes, quoi. C'est vraiment un rapport avec le corps très très fort.
Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et quelque chose d'un peu implacable aussi dans la dimension scopique. En fait, j'aime pas trop le théâtral, frontal. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai toujours voulu un peu le dépasser. Qu'on soit dedans, quoi. Oui, exactement. Et tu as fait partie aussi de. Tu es rentré dans une agence, c'est ça, qui aidait le. Alors, après, je suis rentrée dans deux. Enfin, j'ai eu des expériences déjà où j'ai fait avec une amie qui est ici des concours un peu à l'arrache, comme ça, à un moment donné, et on en a gagné certains. Donc, on s'est retrouvés un peu par hasard à faire de la scénographie d'exposition avec absolument aucune expérience. Donc, elle est graphiste, je suis scénographe. Et c'était dans des toutes petites structures, mais on a absolument tout fait. On a dessiné, on a produit, on a monté. Et c'était extrêmement formateur. Donc on s'est dit, on est les reines du monde, on va monter une agence et on va faire ça toute notre vie. On va grandir. Et puis en fait, ça a marché une fois, deux fois, trois fois. Puis après, on a galéré. Et là, il a fallu trouver un autre travail. Donc on a toutes les deux travaillé pour une scénographe un peu plus confirmée, d'un côté pour moi. Et de l'autre côté, je suis rentrée dans une agence de production d'art contemporain où j'ai eu vraiment un rôle plus d'architecte d'opération, de technicienne, on va dire, où j'ai accompagné certains artistes. On peut parler de deux exemples comme ça. Donc là, c'est Céleste Boursier-Mougenot au Pavillon Français, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment une agence où il y a principalement plutôt des gens qui font de la logistique, de la production. Et je les accompagnais. En fait, j'étais un support technique, vraiment. Donc ils avaient avec plein de problèmes et toi, tu dois amener des solutions, quoi. Non, pas du tout. D'envie. Non, moi, je matérialisais et les solutions et les problèmes, et je matérialisais tout pour qu'on puisse se rendre compte de certains problèmes, c'est vrai. Et donc, là, vraiment, je suis la main des artistes. J'ai été pendant assez longtemps la main des artistes, autant à dessiner vraiment avec ma main, à dessiner surtout à faire des plans, à faire des 3D et à aider à modéliser en fait des installations. Alors ça se passe souvent sur des installations assez monumentales, quand on commence à avoir besoin d'une équipe assez complète, parce que c'est vrai que le scénographe ou l'architecte, c'est un peu quand on est vraiment gros, on fait appel à eux, mais on peut souvent s'en passer en fait sur des. Donc voilà, j'ai travaillé dans cette agence, on a travaillé sur des 1%. Peut-être on parle de celui d'Elsa Sahal. Oui, Elsa Sahal, par exemple, c'est une commande publique qui a été faite à Dhaka. Au Bangladesh, au Bangladesh. Donc là, c'est vraiment assister l'artiste. Là, ce que j'ai fait, c'est vraiment l'aider, lui faire des maquettes, lui faire des plans, l'aider à modéliser, à faire des mises à l'échelle, à avoir cet outil, en fait, à toujours... alors, il y a plein d'artistes qui le manient très bien, d'autres moins bien, mais d'avoir cette mise à l'échelle, aider à concrétiser en fait l'œuvre, donc déjà dans le dessin, et après plus avec des acteurs qui sont les gens peut-être qui vont construire l'œuvre, les acteurs de la sécurité aussi avec qui il faut négocier, enfin voilà, toutes les problématiques en fait avant et après la construction de l'œuvre en fait. Et la problématique de la durée de vie, c'est déjà c'est aussi en question tout de suite ou pas? C'est le fait que, alors la durée de vie, c'est on voit plein de par exemple, de sculptures d'autoroutes, je pense à ça qui elles durent très longtemps. Oui, mais qui très longtemps. Ça dépend, il y en a qui vieillissent mal, voilà. La question de vieillir ou pas et tout ça, il y a une ça fait partie du programme. Ouais. Ça fait partie presque de la discipline, c'est-à-dire que l'art public, c'est une discipline particulière. La Fontaine Stravinsky et tout ça, ça aurait dû tenir plus longtemps. Comment dire, ça tient pas mal, je trouve, la Fontaine Stravinsky. Corporate déjà. Non, c'est pas une question de corporate. Ils ont dû la restaurer, quoi. Non, mais je pense plutôt aux flèches des cathédrales, où il y a des choses qui tiennent plus longtemps dans le temps, c'est-à-dire l'objet tient plus longtemps que en fait, ils sont très datés. Mais bon, comment dire, l'art public, ça fait partie du programme de faire quelque chose qui ne présente pas un risque pour les gens qui vont être autour et qui ne s'altèrent pas en 3 minutes. Et il y a des critères faut que ça dure 10 ans, 20 ans, on peut avoir des procès ou des choses comme ça ou pas du tout? Enfin, je demande ça parce que non, c'est un peu une zone grise, c'est un peu inédit. Il y a des problèmes, il y a des procès évidemment, mais c'est plutôt pour les projets qui aboutissent pas, pour une mauvaise analyse des programmes peut-être, mais quand c'est fini, parfois c'est très raté. Quand c'est très raté, ça se fait taguer en 2 minutes et puis ça disparaît. Puis il y a aussi des très belles œuvres qui sont... Et là, tu as une autre grande collaboration qui a duré vraiment très longtemps pour le coup, qui date collaboration, c'est un bien grand mot. Tu as travaillé longtemps avec Christian Boltanski, de 2011 à 2017. Ouais. Donc ça fait beaucoup de projets. Ça fait beaucoup de projets. J'ai commencé à bosser pour lui sur la Biennale de Venise,
sur une installation qui était au pavillon français, qui s'appelait Chance. Et puis j'ai continué à travailler pour lui, en fait, à décliner, à faire d'autres installations, mais surtout à décliner celle-ci un peu partout dans le monde, dans des architectures très différentes les unes des autres. Voilà, après... Oui, je t'écoute pas. Et ça, c'est quoi? T'es juste face à lui? Comment ça se passe concrètement? T'es face à lui, ou il y a plusieurs personnes, ou Alors le commissaire concrètement, d'expo? c'est une forme quand même de confiance au bout d'un moment. Alors la première fois, on est très stressé, on modélise tout, on parle de tout, on essaie de tout régler. Et puis après, il y a un vocabulaire qui existe et qui est décliné en fait. Et une confiance qui s'instaure. Et voilà, et on commence à de mieux en mieux savoir manier ces installations. Mais encore une fois, c'est vraiment ce que je fais sur Chance, c'est modéliser l'échafaudage. Il y a un ingénieur qui est là pour faire passer la pellicule avec les bébés à l'intérieur. Et c'est très technique, en fait. Quand le concept existe, après, il y a énormément de personnes qui s'attellent à ce que ça fonctionne, en fait. Et là, maintenant qu'il est décédé, on pourrait avoir affaire à toi pour dire comment alors ça, c'est un bien... Non, non, pas du tout. Non, moi j'ai travaillé pour lui dans une boîte, dans une agence. Non, mais ça, ouais. Non, mais si, t'as un savoir-faire, quoi, quand même. Ah oui, j'ai un savoir-faire. Mais par exemple, il y a quelqu'un, quand je suis partie de chez Eva, il y a quelqu'un qui m'a remplacée, et c'est cette personne-là qui a pris savoir-faire. Donc elle était peut-être un peu larguée au début, puis on est remplaçable. Oui, tu penses qu'on est remplaçable dans ce genre de situation? Oui. Ouais. Ok, humilité, bon. Et alors, il y a d'autres choses que tu fais, c'est des projets. C'est-à-dire, d'un coup, ça aboutit pas forcément. Alors après, ça, c'est presque alors ça, c'est deux projets différents. Ouais, après, chez Valbaran, j'ai tissé des liens quand même avec certains artistes qui me rappellent souvent pour créer des images pour leur concours. Parce que, voilà, c'est pas tout le temps facile de faire des images un petit peu, même pas photoréalistes, mais qui racontent un peu concrètement le... Ouais, voilà, c'est juste 2 mois. Un peu long. Et donc là, j'assiste les artistes, vraiment. Et eux, ils ont leur projet, ils me racontent leur projet, ils me racontent leur concept, ils me donnent un plan du site, et puis je le modélise, quoi. Vraiment, pour les artistes, c'est ça, c'est modéliser, et puis aider à réaliser après. Genre le Angeletcha, ça, c'est quoi l'application qui a fait que tu as modélisé comme ça? Alors c'est un savant mélange de... En plus, je ne suis pas du tout une Perse woman. Et puis j'aime bien quand c'est un peu évasif, en fait. Pour les concours, il ne faut jamais tout raconter, parce qu'après, il n'y a plus de marge d'interprétation pour le jury. Donc là, ça doit être un peu de SketchUp, un peu de Photoshop. Tout à l'heure, on va jouer avec SketchUp, je suis trop excité. Un peu de patience. Hein. Et ça, t'en fais beaucoup, ou ça arrive, c'est ponctuel? Ça arrive quand on m'appelle. Je ne cours pas après le travail, mais quand on m'appelle, je le fais volontiers. C'est très rapide. Et souvent, c'est des artistes qui me connaissent et que je connais. Donc, encore une fois, au bout d'un moment, il y a une facilité. Ouais. Et puis même, il y a des éléments qu'on a déjà utilisés sur des projets précédents, dont on peut se resservir. Donc, on a tout un vocabulaire. Et plus on travaille ensemble, plus c'est facile, plus ça va vite. Et c'est quoi ton plaisir dans l'histoire? D'avoir l'artiste devant toi qui a des envies et tout ça, et puis d'un coup de la coucher. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Désolé, c'est pas très original. On coupera ça au montage. D'accord. C'est quoi mon plaisir? Mon plaisir, je pense que c'est quand même de donner corps aux choses. Et la modélisation, c'est la première. C'est vraiment Alors, encore une fois, c'est lié à mes premières expériences, peut-être au théâtre, surtout au théâtre. C'est quand on dessine quelque chose et que pour la première fois, il arrive à l'échelle 1, c'est énorme comme sensation. Et je pense que c'est un peu un hit derrière lequel la scénographie, c'est ça, c'est quand même des idées, de la littérature, des objets qu'on agence, et tout d'un coup, ça devient un parcours des sensations de l'échelle 1. Quoi. C'est une trop bonne transition, je ne sais pas comment tu as fait, bravo. Donc la scénographie. La scénographie, c'est quoi? Vous avez une exposition, il faut bien accrocher les tableaux avec des murs et tout ça, donc il faut mettre des couleurs, donc il faut mettre de la lumière, donc il faut choisir un peu tout ça. Et donc ça, c'est ton travail à toi de scénographe, de choisir, évidemment avec beaucoup de gens. Donc là, on ne va pas parler de tout ce que tu as fait, parce que tu avais beaucoup de choses déjà en scénographie, notamment l'Arte Povera au Jeu de Paume,
Là, j'ai mis Paula Modersohn-Becker parce que ça a beaucoup marqué les gens des apparences, on en a parlé beaucoup. Et là, on va passer à Gilayo, l'exposition au Centre Pompidou. Donc là, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment ça commence, quoi, très, très concrètement. Donc l'exposition Gilayo, c'est un commissariat de Didier Ottinger. Donc Didier Ottinger, il arrive avec une cinquantaine d'œuvres, tu m'as expliqué, de Gilayo, en disant, bah voilà, c'est celle-là qu'on expose. Toi, tu as 870 mètres carrés. Oui. Voilà. Et comment tu fais maintenant? Le budget, on n'en parle pas, parce que c'est comme ça. Ouais, c'est interdit. En gros, c'est 3 contraintes. Voilà. Il y a une contrainte qui est très importante, c'est on va dire, l'argument du commissaire. Donc, il peut être très élaboré, ça peut être une exposition scientifique avec vraiment quelque chose de déjà très articulé, ou beaucoup plus vague, ça dépend vraiment des commissaires, ça dépend vraiment des méthodes de travail. Et c'est presque la même chose avec un artiste. L'artiste, il a son concept, le commissaire a j'appelle ça un argument, mais c'est un pitch, enfin je ne sais pas comment on peut... Mais c'est vraiment la base du travail, c'est cet axe que va nous proposer le commissaire. Et puis, comme tu dis, la liste d'œuvres, le plan. Le premier travail préalable à tout, c'est sur un même document d'avoir le plan du site et de modéliser les œuvres à l'échelle. Et alors là, voilà. Alors sur Ayo, ça n'a pas du tout été le cas, mais sur des expositions, le drame commence là, parce qu'on peut dire au commissaire, là, mathématiquement, ça rentre pas dans les cases. Il y a 50% d'œuvres en trop dans cette exposition. Et alors on exagère parce qu'on sait qu'on va devoir après négocier. Et voilà, donc il y a un premier principe de réalité qui est douloureux souvent pour le commissaire, sauf s'il est très expérimenté. Enfin, c'était pas du tout le cas sur Ayo, mais et voilà. Et donc là, c'est la première phase, c'est donc t'as ton espace, ton pauvre espace, tes pauvres œuvres, et tu vois que ça rentre pas ou pas. Le principe de réalité. Donc là, on avait complètement la place. En plus, Didier Ottinger m'a dit sur cette exposition, on n'est pas obligé d'être exhaustif. Donc, s'il y a 2 ou 3 œuvres en trop, on les enlève. Il faut plutôt privilégier le rapport à l'œuvre que essayer de tout dire, en fait. Et alors, comment tu arrives à ce plan qu'on a... Alors, désolé, je voulais vous montrer un peu de Gilayo quand même pour les avoir dans l'œil, parce qu'après c'est un peu abstrait, ça devient un peu abstrait, donc voilà. Alors, comment donc ça c'est le plan, voilà, c'est le plan avec donc vous voyez un mur, un tableau. Alors déjà c'est un plan assez particulier parce que c'est pas du tout des plans d'architecte. Vous voyez, il y a vraiment une convention qui fait qu'on modélise tous les murs. Je sais pas si on voit bien. Ça va ? Ouais, vous voyez. Ouais. On modélise les murs d'une certaine façon, les mises à distance, les assises. C'est un plan assez schématique en fait, et c'est vraiment on part de la liste d'œuvres, puis d'une forme d'organigramme, de structure, la liste d'œuvres est déjà parcellée par le commissaire. Il dit ça va être la première partie, la seconde partie. Alors ça peut être chronologique, ça peut être thématique. Il y a plein de façons d'organiser sa liste. Là, c'était un peu chronologique dans l'expo, ou pas tout. Non, c'était assez libre. C'était pas le bordel, mais on avait une grande liberté et on privilégiait vraiment le rapport à l'œuvre, et quelque part on rendait les œuvres un peu uniques dans leur rapport avec le visiteur. C'était vraiment ça qui était important. Et après, donc il y a la partie finale et la partie du début, et après on peut vraiment évoluer librement dans cette exposition. Mais donc il y a cet organigramme pensé par le commissaire qu'on va petit à petit structurer dans l'espace. Et puis les choses se dessinent petit à petit. On vraiment tout le temps on calcule la distance du corps par rapport à l'œuvre, comment on va arriver, dans quel angle. C'est aussi vraiment, quand je parlais du travelling au cinéma, il y a cette vision très subjective du parcours du visiteur. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va être affleurant? Est-ce qu'on va se le prendre dans la figure? Et ce rapport, ça peut être il peut y avoir beaucoup de proximité avec certaines œuvres, et puis parfois on a besoin de créer du recul. Et donc tout ça se réfléchit petit à petit. Mais c'est vraiment une danse. Au début, c'est un organigramme, et à la fin, c'est une danse. Il y a vraiment, c'est un processus assez long, avec beaucoup de rebondissements, avec le commissaire. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Mais l'ordre, souvent, c'est d'abord le commissaire qui l'induit, et après on échange. Ça reste ouvert, mais on suit déjà un fil, un espèce de collier d'œuvres. Voilà. Et là, ce que j'ai trouvé très beau dans l'exposition, enfin très réussi dans la scénographie, c'était le fait que ça se joue dans les tableaux de Ayo, ça joue de présence ou ça joue d'absence, enfin ça joue
à quel moment on se rend compte où est l'animal. Enfin, il y a un jeu comme ça de hors-cadre, même de boîtes, des trucs comme ça. Et ça, c'est très très joué dans la scénographie. C'est-à-dire qu'il y a quand même, quand tu parles de danse ou de choses comme ça, il y a toujours un jeu de comment les tableaux apparaissent aux spectateurs. Là, par exemple, il y a des alcôves. À chaque alcôve, il y a un tableau qu'on va voir apparaître. Enfin voilà, il y a ce truc-là. Il y a aussi le jeu avec le spectateur d'un coup qu'il y avait une vue, il y avait une ouverture sur la ville, ce qui fait qu'on se retrouvait comme des animaux en zoo. Aussi en tant que spectateur. Alors après, c'est une exposition aussi qui s'est simplifiée. Au début, il y avait toute une partie préambule qui parlait plus de l'aspect politique de l'œuvre de Gilles Ayot, et aussi du fait que son père était Émile Ayot et que c'est quelqu'un un grand architecte qui a beaucoup travaillé dans l'habitat collectif, et qu'il y a quand même... C'est les tours de Nanterre qui ont explosé là, après la mort de Naël. Voilà. C'est Émile Ayot. Et c'est pas pour faire comment dire, il faut évoquer certaines choses avec des ratios, avec justement des dispositifs spatiaux. Ayot, c'était aussi un homme de théâtre qui a fait la scénographie de beaucoup d'opéras. Et donc c'était ce jeu un peu sur montrer. Enfin voilà, on a trouvé une forme qui était un peu hybride et qui parlait de toutes ces choses-là en même temps. Et avec un truc très ouvert qui fait qu'on a des spoilers d'expo. Ouais. Il y a toujours des trous comme ça. Un peu, ouais. Et ça, comment ça se trouve au début. Enfin, c'est comment tu. Ça se dessine. C'est justement quand je te parle de la subjectivité, c'est ça. C'est-à-dire que même quand on dessine en plan, on sait où faire des meurtrières pour pouvoir voir soit d'autres corps, soit des morceaux d'œuvre. En tout cas, qu'il y ait toujours une. Parce que là, quand on voit les photos d'expo, il n'y a jamais personne ou un plan, c'est très statique. Or, vraiment, ce qui est joli, c'est quand les gens tournent autour des choses et voilà, et que les corps habitent tout ça, et qu'il y a ce rapport à l'œuvre qui est... Et alors, je voulais te demander une question, c'est que j'avais vu dans la légende, il y a écrit Simèse existante. Ça, c'est quoi? C'est un truc... Simèse existante, c'est ce qui existe. Et donc, on n'y touche pas? Ou c'est un truc écologique? Non, ou c'est quoi? Souvent, c'est des murs... Porteurs? Non, c'est pas porteur, mais là, tu vois, la simèse existante, c'est la partition entre deux espaces, la galerie 3 et la galerie 4. Ah oui, d'accord. Donc c'est sûr qu'on va pas aller attaquer... D'accord, on va pas casser. Je comprenais pas. Je me suis dit qu'il y avait mesure de courtoisie, d'écologie ou je sais pas quoi, on gardait les... Ok. Et alors l'autre chose, alors ça c'est des choses sensibles, mais dont on en a parlé et ça m'a beaucoup touché, donc c'est que je t'ai dit mais c'est impressionnant parce que cette exposition-là, on n'est pas perturbé par le plafond, parce qu'en fait à Beaubourg, il y a toujours le fait est qu'il y a toujours ces putains de tuyaux dans tous les sens là en haut, qui prennent quand même beaucoup de place dans des expositions. Je pense à l'exposition Richter ou l'exposition Jeff Koons qu'il y avait eu à Beaubourg, où d'un coup par exemple, les reflets des tuyaux dans les Jeff Koons, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de reflets chez James. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil quand on a un reflet de vieux trucs de Beaubourg qui reflète. Et là, dans l'exposition, on sentait pas cet espace-là. Et tu m'as expliqué pourquoi. Alors, parce que les murs sont extrêmement hauts. Ouais. Ils sont à 4,50 m de haut. Ouais. Et c'était aussi justement pour cette histoire de linteau, en fait, parce qu'il n'y a que des alcôves. Et il fallait que ces linteaux n'aient pas l'air de décorum, quoi, qu'ils ne soient pas trop fins. Donc c'est des linteaux qui font 1,20 m ou 1,50 m de haut. Les linteaux, c'est la partie haute en fait, des alcôves. C'est ce qu'on a au-dessus du trou. Là, on ne voit pas sur la photo. D'accord. Voilà. C'est ça, là. Ouais, exactement. C'est un linteau. Okay. Pardon, je ne connais pas le terme technique. Hein. Okay. Donc c'est le et truc, voilà. Et donc en fait tout. Le rectangle au-dessus, quoi. Voilà, il y a énormément. En gros, il y a énormément de vide, de murs vides au-dessus des œuvres. Et c'est ça, je pense, qui donnait une forme de calme visuel important dans cette expo, parce que c'est vrai qu'il est fort le plafond. Ouais, là d'un coup ça marchait bien. Et alors l'autre truc qui m'a amusé, c'est que je t'ai parlé de la salle des dessins, qui est donc le cabinet de dessin, qui est au milieu de l'expo. Et je t'ai dit que le cabinet était en biais. Et tu m'as regardé en disant mais il n'est pas du tout en biais. Et d'un coup je me suis rendu compte que sur le plan, il y a quand même le fait est que la porte est en biais, alors que tout est super carré. Et là d'un coup on a une impression de diagonale. Oui. Et j'ai trouvé ça fou que d'un coup ça a pris dans la mémoire de mon corps. C'est purement technique, parce que si je mettais les portes l'une en face de l'autre, j'aurais un mur qui serait complètement sacrifié, parce qu'il y aurait de la lumière. Parce que toute la partie extérieure à cette boîte étant dans le blanc et assez exposée, il y aurait eu un mur où il y aurait beaucoup trop de lumière sur les lithots, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est un peu un demi-système de chicane où on vient casser la lumière un peu de tous les côtés. Ah oui, parce que là, tu en as besoin pour l'histoire de conservation du dessin. En fait, il y a des vitres
devant ces lithos. Et du coup, il y a beaucoup plus de problèmes de reflets. Bien sûr. Et Ok, j'ai compris. voilà, le commissaire voulait aussi qu'on ait une atmosphère plus calfeutrée, plus à l'échelle humaine. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce bâtiment-là, dans toute la scénographie, est plus bas que tout le reste. Et alors le truc, c'est l'humour. Parce qu'il y a... On ne sait pas si c'est ironique ou pas, mais il y a un petit côté... Là, par exemple, évidemment, il y a un petit côté Rothko, chapelle de Rothko, où on arrive devant l'œuvre, on s'assoit... Bon, voilà, mais on est quand même devant des sujets un peu plus triviaux. Enfin, il y a un petit sourire là. Oui, Ouais. si, c'est la théâtralisation. Après, le fait de montrer des tableaux à l'extérieur, dans des espèces d'alcôves, il y avait aussi un peu le côté presque, pas obscène, mais pipe show, enfin exposition, un peu clinique, un peu. Je ne sais pas si c'est de l'humour, mais c'est un sourire, quoi. Oui, voilà. Et puis c'est. Insister pour montrer le côté obscène du zoo Mais là, parce que et le rapport à l'exposition. On pourrait dire que le spectateur est en cage aussi. Là, il y a un truc comme ça. Où ouais. Et puis alors elle avait un pull assorti au tableau, donc j'ai trouvé ça génial. Et un autre truc d'humour qui m'a, c'est ça. Alors ça n'a pas tout de suite fait rire Didier Ottinger. Ouais. Qui était un peu dérangé par l'affaire, mais non, moi je pense qu'il faut faire abstraction, pas abstraction, mais enfin, il faut jouer avec là, justement, je trouve que les éléments très, très bien, pérennes. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire avec tous les peintres, mais avec Ayot, vu la dimension des œuvres, vu le luxe d'espace qu'on avait, on pouvait se permettre cette petite proximité-là. Bon, on vous l'a teasé. Je crois que c'est le moment du SketchUp. Ah oui. Alors, on a un petit truc technique à faire, ça y en a pour 800 ans. Laissez-moi 2 secondes. Voilà. Oui, alors c'est très drôle, le SketchUp, qui est quand même un outil très basique. Ouais, il crée énormément de joie chez les commissaires, chez tous les gens qui regardent les projets. Et ça les distrait énormément, donc ils ne regardent plus du tout le projet. Ils ont envie d'être dans le jeu vidéo et... Ouais, vas-y, pardon. Je m'active. Non, pas du tout. Et alors c'est là que... Comme ça, on peut voir... Tu vois quelque chose là, pardon. Donc on a fait tout un système. Voilà. Bon là, on va se déplacer de manière très basique. D'un coup, on voit un peu pas l'espace. Ma bonne souris. Mais voilà, ça c'est un. Alors on travaille. Donc là, on rentre en haut à gauche. Ouais. Bon, c'est vraiment là que vous voyez juste les axonométries. C'est tout simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord on a la liste, et puis on a cet objet un petit peu organigramme, schématique, plan, œuvre à l'échelle. Ce qu'on appelle les patates, c'est-à-dire les ensembles d'œuvres qui sont petit à petit rassemblées. Ça m'intéresse, les patates, c'est quoi? Les patates, c'est les ensembles d'œuvres, c'est des espèces de nuages. Bon terme technique à souvenir. Oui, voilà, je pense qu'il y a plusieurs écoles sur cette terminologie. Ouais. Et puis, on passe au plan, on met les choses à l'échelle. On fait certaines élévations, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des plans vus de haut, on peut aussi faire des plans où on regarde de face. On voit vraiment la composition, l'accrochage, on vérifie bien l'accrochage. Et puis souvent maintenant, on travaille en 3D. Avant, on faisait des maquettes physiques, donc il nous arrive encore d'en faire parfois, mais on travaille beaucoup en 3D à l'aide d'objets de logiciels très simples, comme ici SketchUp. Et c'est vrai que... Tu peux pas le bouger Si, tu voyez, c'est vraiment bizarre. Désolé, moi c'est le côté un peu... Ouais. Donc là, vous voyez, par exemple, le fait de... Alors, par exemple, voilà. C'est la vue de la rue. La vue de la rue sur SketchUp, c'est magnifique. On voit très bien les tableaux au travers. Vous avez dépassé les tableaux là, depuis le projet parce que oui, tout à fait. Alors, oui, ça, je peux le dire. C'est très, très rare qu'on déplace autant les tableaux. Mais alors, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas bouger, c'était le nombre d'œuvres, parce que chaque tableau... Enfin, il y avait une place pour chaque tableau, absolument. Et on ne pouvait pas en rajouter. Mais par contre... Les tableaux entre eux, qui faisaient à peu près la même dimension, étaient complètement interchangeables. Et on s'est permis, ce qui a agacé des gens et tout, mais on s'est permis de faire à l'échelle 1 les meilleures combinaisons. Et justement, avec ces jeux de perspective et tout, on a vraiment joué, c'était vraiment joué jusqu'à la fin pour avoir les meilleures proximités, les meilleures confrontations. Et c'est combien de temps l'accrochage ? Quand vous êtes comme ça accroché en échelle 1, tranquille, à Beaubourg Là, on avait pas mal de temps, mais c'est une semaine et demie. Après, il y a les constats, enfin, il y a plein de corps de métier sur le... Voilà un peu le... Mais ça, c'est extrêmement simple et je
pousse. C'est très facile à utiliser. Et ça permet aux gens même qui pour sont les pas artistes, forcément... Oui, voilà, ça qui sont prend pas 2 jours forcément de se former. Il y a des tutos sur YouTube, je l'ai fait. Et ça permet de mettre à l'échelle... Enfin, c'est un des outils qui permet de mettre à l'échelle les espaces et les œuvres et de travailler les espaces concrètement avant le... Et là, la fabrique le après, jour J. donc la fabrique des cimaises et tout ça, c'est pas toi qui t'en occupe. Alors toi, tu arrives avec un... Comment ça c'est pas moi qui m'en occupe. C'est-à-dire que C'est t'as pas moi un maître qui d'œuvre fais ou le placo. non, mais t'es maître d'œuvre aussi sur la... Enfin, je sais pas Ah comment oui, on dit, tout mais... à fait. Alors, Oui, c'est toi qui supervise. donc je travaille principalement, maintenant un peu à côté, mais à Pompidou. Et à Ah oui, Pompidou, ça on fait un est an que vraiment... là, ça fait... Maintenant, ouais, tu travailles ça à fait un an Pompidou que- comme employé, quoi. Oui, Comme- après, en je CD. travaille un peu En à CDI? côté. En CDI? Oui. Waouh. Ça existe? Et ouais. C'est Bravo. long. Bravo, on applaudit s'il vous plaît. Un CDI. Ouais. Pardon. Que disais-je? Tu m'as troublée. Excuse-moi. Non, oui, et je travaille un petit peu à côté aussi. Parce que Ouais. c'est bien de travailler pas que dans un seul endroit. Bah, Et justement, donc, avec des artistes, des choses comme ça, oui. ouais, on est responsable de l'économie de son projet. Donc, même si les coûts sont un peu fluctuants parce que tous les départements, parfois, surtout là en ce moment, par exemple avec les transports d'œuvres, ça fait que toute l'économie des projets est un peu grévée. Mais donc, on s'occupe de l'économie de son projet, on le chiffre, il doit rentrer dans une certaine enveloppe. Ah ouais. Et après, on s'occupe de piloter le chantier Céno, c'est-à-dire tout ce qui va se passer avant que les œuvres arrivent. Et il y a une grosse rupture dans le planning entre la fin de notre travail, un très grand ménage, et puis ce qu'on appelle le hors-poussière, où là, les œuvres arrivent avec... Hors-poussière. Ouais, le hors-poussière. Trop beau. Oui, parce qu'après, il y a les gens Petite qui arrivent expo. avec les boîtes, avec tout ce personnel autour des œuvres, qui sont souvent très précieuses et qu'il faut déballer avec soin et tout. Et c'est vrai que là, il ne faut plus de pinceaux, plus de plaquistes, plus de truelles, Donc il y a vraiment un moment très, très poussiéreux, très bruyant, très, très actif. Et puis après, le calme vient et on sort les œuvres. Et les trous dans les murs, c'est avant ou après le hors-poussière? Les trous dans les murs. Bah, quand on accroche les tableaux, il faut... Alors là, là, c'est les régisseurs d'espace et les régisseurs d'œuvres qui s'occupent de ça. Et c'est vraiment plutôt le personnel qui est attaché aux œuvres. D'accord. Et non, ça se fait hors poussière, évidemment. Bah oui. Mhm. Ça fait de la poussière, c'est pour ça que je le demande. Oui, oui. Mais un tout petit peu. Parce que Et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, t'as combien de, par exemple, à Pompidou, t'avais combien de gens de gens concrètement qui faisaient les cimaises et tout ça? Ça fait combien les de plaquistes. régisseurs? Ouais, les plaquistes. Alors, on a un chef plaquiste qui s'appelle Victor, qui est absolument génial, avec qui on prend rendez-vous un matin, quand l'espace est vide, et il a, à l'ancienne, un cordeau. Tu vois ce que c'est qu'un cordeau? Pas du tout. Un cordeau, c'est comme un mètre déroulant, mais c'est une ficelle. Ah oui, Et bleu. qui est, voilà, exactement, et qui est bleu, et qui permet de tirer des droites, en fait, très grandes. Et avec Victor, on va tracer au sol le plan qu'on a dessiné. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir parfois qu'il y a une erreur, parfois qu'on avait vu ce virage un peu court. Enfin voilà, c'est le dernier moment pour s'apercevoir des petits réglages à l'échelle 1. Et puis c'est parti, il a une dizaine de personnes qui commencent à adhésiver le sol et mettre les ferrailles, et ça monte en très peu de temps. C'est genre combien de temps? Non, ok. Non, Ouais. 2 semaines, 2 semaines, même ouais. pas une semaine Et et demie. les gens qui il dit travaillent, toujours c'est qu'il que- va mettre 2 semaines et demie, puis au bout d'une semaine et demie, il a fini et on D'accord. râle parce Et que... c'est que des employés du centre Pompidou ou c'est des... Non, alors Ouais, c'est des extérieur. accords cadres. Ouais, ok. Juste pour vérifier ce petit truc de service public. Super. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Et je t'ai demandé une œuvre dont tu étais particulièrement fier dans ta carrière. Alors, une œuvre, c'est un exercice, un travail. Mhm. Et tu m'as parlé d'une autre scénographie que je n'avais pas vue du tout passer et que je trouve super réussie. Donc j'ai beaucoup plaisir à regarder. C'est l'exposition au MoMA des chefs-d'œuvre de la photographie du MoMA. Et franchement, j'ai fait waouh. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc, déjà, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que j'ai trouvé que j'ai travaillé avec les équipes, avec les œuvres et avec le commissaire dans une fluidité et ça a été extrêmement rapide. Et j'ai l'impression, évidemment, il y a eu des mots, mais j'ai l'impression qu'il y a à peine eu des mots. C'est-à-dire que Quentin Bajac, qui est le commissaire de cette exposition, m'a fourni une iconographie, en fait. Plus qu'un long discours, il m'a donné quelques images
que j'ai un peu potassé. Et puis on a choisi la référence, qui était une exposition avant-gardiste, je crois qu'elle a été faite en 19, ou alors c'était un peu plus radical parce qu'il y avait des tableaux, des photos, genre des pieds jusque tout en haut. Donc, mais il y avait cette idée de mobilier modulaire qu'on a un petit peu développée. Donc voilà, on a trouvé l'idée extrêmement rapidement. Donc déjà, ça c'est très agréable parce que ça peut être beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus long, beaucoup plus hésitant. Et puis après, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des photos absolument magnifiques, ce ne sont que des chefs-d'œuvre, mais qui sont d'assez petite taille, toutes exposées dans des cadres qui ont la même dimension. Et donc, il faut presque un peu donner du rythme à ça ou donner quelque chose d'un peu plus vibrant. Parce que sinon, quand on le voit de loin, c'est-à-dire vraiment dans la scénographie, ça peut être un peu ennuyeux. Donc l'idée, c'est aussi de créer du rythme, en fait, de créer des gammes, d'avoir quelque chose d'énergique, on va dire. De jazzy. Voilà. Jazzy jazz. Et l'autre enjeu, je ne sais pas si c'est intéressant. Oui, sur la lumière, ouais. Bah là, justement, on le voit de profil, là, on voit bien le gag. Parce que donc il y avait des photos qui pouvaient être exposées à 80 lux et des photos qui pouvaient être exposées à 30 lux. Et quand on expose deux photos avec cette différence de luxe l'une à côté de l'autre, il y en a vraiment une qui est lésée, qui semble dans le noir. Et donc l'idée, c'était aussi de jouer avec deux plans d'exposition. Des profondeurs différentes. Voilà, des profondeurs différentes pour que les photos les moins éclairées soient les plus près des visiteurs. Et du coup, qu'il n'y ait pas ce problème de lumière qui pouvait créer un peu l'inégalité dans les photos. Et voilà, et après, ça a été la couleur, le choix de la couleur. Et puis, c'est un module, donc c'est assez agréable parce que c'est une déclinaison. Donc, même sur le montage, les choses se passent extrêmement vite. Tout est, parce que parfois, les temps de montage sont assez courts, donc il y a presque une dimension kit dans le travail. Il faut faire un kit. Toi, ça t'intéresse, le côté écologiste du problème? Alors, c'est un problème non, je m'en fous. Ok. Non, tu t'en fous? Non, parce que bien sûr, c'est très intéressant. J'ai eu un prix d'écologie, je me suis retrouvé au Palais de Tokyo, ils se bagarraient avec l'histoire de la simèse, c'est-à-dire d'essayer de trouver une simèse qu'on peut démonter, remonter, se déplacer comme ça. On a l'impression qu'il manque la simèse magique pour tout le monde. Il manque la simèse magique, tout à fait. Ça, Après, il y a des choses qui sont très intéressantes qui existent. Il y a aussi des façons de faire qui sont de plus en plus vertueuses, il me semble, avec, en tout cas moi au niveau de Pompidou, ce que j'observe, c'est un échange et une collégialité entre toutes les institutions, avec des retours d'expérience et une porosité en fait. Tout le monde, par exemple au musée d'Orsay, un directeur technique a mis au point un système de simèse modulaire métallique, il partage ses plans, il partage son DCE, son dossier de consultation des entreprises, et c'est pas quelque chose qui veut breveter ou que machin. Il y a une dimension de partage. Quand une exposition a vraiment un caractère écolo, pérenne, on organise une visite et tout qui veut vient. Et voilà. Mais c'est encore, comme tu dis, à la recherche de la simèse magique ou de l'enrobage de simèse magique qui permettrait de ne pas utiliser de peinture. Parce que là, par exemple, ton expo, elle a fini en déchets à la fin. Sans jugement, hein, mais c'est juste un impensé. Alors après, il y a peu de déchets, il y a peu de matière, mais il y a du déchet. Mais c'est très difficile, la réutilisation, c'est vraiment un vœu pieux. Tout le monde demande de faire des trucs réutilisables, on va réutiliser, puis à la fin de l'expo, tout le monde en a marre et ça part à la benne, quoi. C'est très difficile de... Mais il faut aussi rationaliser dans le dessin. Le dessin, ça peut être aussi une façon et là, d'économiser la matière. Tu as de plus en plus de contraintes quand même, non? Oui, évidemment. Déjà, les expositions peuvent être utilisées 2 fois, souvent, maintenant. Alors, on fait un parcours, c'est un exercice assez complexe d'ailleurs, mais on fait une scénographie et elle peut être, par exemple, lue dans les 2 sens, parcourue dans les 2 sens, parce qu'il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'entre 2 expositions, il y ait quelque chose de vraiment nouveau. Donc là, il y a plein d'artifices pour essayer de... Mais souvent, on réutilise. Alors, c'est écologie, économie, c'est toujours un peu le même nerf. Mais donc, réutilisation des espaces tels quels. Après, c'est vrai qu'il faut trouver un système modulaire, et il y en a qui sont quasi au point de... Mais pour la réouverture de Pompidou, c'est évident qu'il y aura un système
pendant les travaux, il y a aussi la recherche d'un système modulaire OK, quoi. Qui laisse de la flexibilité, parce que il faut Rendez-vous aussi... en 2045 pour l'ouverture. Voilà, ouais. Je te trouve bien critique. Mais non. Alors, dans les œuvres dont tu es fier, il y a l'autre partie, qui est donc la partie de collaboration avec les artistes. Et là, c'est un film avec, qui s'appelle Dune, pardon, de Virginie Yassef, qui est récent, puisqu'il date de 2023. C'est avec Monde Nouveau. Ouais. Alors, je fais une petite heure. Là, bon, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors là, c'est un projet... C'est un projet de Monde Nouveau. Et donc, en fait, Virginie Yassef a créé une équipe très pluridisciplinaire, donc avec une photographe, un chorégraphe, un scientifique géographe en passe de devenir artiste, des artistes, enfin voilà, une équipe de 8 personnes venues un peu de tous les univers. Au début, j'étais vraiment scénographe. Et puis finalement, dans ces espaces, parce qu'on était peut-être censé faire quelque chose, une restitution de tout ce qu'on allait faire dans la dune des Wulfs, donc près de Dunkerque. Et puis finalement, la contrainte, c'était de faire quelque chose sur place qui disparaissait avec nous, quoi. Ne laisser aucune trace, faire quelque chose de très fugace pendant la journée. Et donc, on s'est plus tourné vers un film. Donc là, j'étais un peu obsolète en tant que scénographe pur et dur. Donc, on m'a demandé de chercher et faire des trucs. Et ce que j'ai fait avec grand plaisir. Voilà. C'est le moment où il y a toujours un moment où la chaise se casse. C'est un piège, tu m'avais dit qu'il y avait. C'est pour ça que je me suis mis à genoux pour le. Okay, je vais pas Attends, monsieur, lève-toi parce que ça va, tu vas te casser la gueule après. Ça vient d'Aurélien Bélanger, ça a commencé avec lui, voilà, ça finira avec lui. Merci, hein. Désolé Pauline, c'est pour te mettre bien à l'aise pour la deuxième partie de l'émission. Voilà. Bon, super. Ça te va ? Oui, ça me va. Ah si, non, je voulais dire qu'il va être projeté au Cyclope. Le 10 juin voilà. 2023, t'as vu, j'ai bien fait mon boulot. Voilà, et c'est un vrai objet. C'est Amélie la forêt. Oui. Voilà. Un vrai objet très magnifique. Et ça a été un échange, c'était une expérience aussi fantastique où en fait, quelque part, c'était encore une fois comme un jeu et toute l'équipe participait au projet d'un d'entre nous pendant une journée. Et il y a eu une énergie et une magie pendant le tournage qui était fantastique. Et après, il y a eu un très beau montage aussi. Alors, trop bien, parce que je t'ai demandé un échec qui te marque dans ta carrière et tu me parlais du fait que c'était dur le collégial, de travailler à plusieurs. Alors, c'est le contraire, presque, ouais. C'est dur, enfin, comment dire, systémiquement, le travail de scénographe, comme je disais, il est vraiment calqué au travail d'architecte. Et donc, si on ne travaille pas dans une institution, il faut savoir que c'est hyper rare de travailler dans une institution. Il y a très peu d'institutions qui sont assez grosses pour avoir en interne une équipe de scénographes. En CDI en plus ? Ouais, en CDI en plus. Et c'est unique en fait. Enfin, il y a le Louvre et Pompidou en gros. Et du coup, ce qu'on fait quand on est scénographe, c'est qu'on fait des concours pour des institutions qui sont régies par le Code des marchés publics, donc remise en concurrence systématique des agences de scénographie. Donc après, si on travaille pour des fondations, des associations, on peut créer une fidélité, mais sinon, il y a ce système de concours obligatoire qui est énormément de travail, à peine rétribué, et avant même pas du tout rétribué, avec cette statistique de gagner 1 fois sur 3, 1 fois sur 5... Et donc voilà, parfois on a la baraka, on gagne tout, mais ça arrive très rarement. Et puis parfois on perd beaucoup. Et c'est un métier en ça très difficile. Et donc les scénographes sont durs. Et c'est un peu comme Highlander. C'est-à-dire quand on croise un autre scénographe, la plupart du temps, on doit un peu se dégommer les uns les autres. Donc le travail, dans l'essence, il a quelque chose de perso. En plus, il suffit d'un scénographe pour faire une exposition, même si elle est grosse. Donc on travaille très rarement, on apprend petit à petit parce qu'on est dans cette sécurité-là et dans ce contexte-là qui est quand même assez exceptionnel. On apprend à travailler ensemble. Mais donc ça c'est à Bobo, au centre Pompidou. Oui, voilà. Ouais. Mais même l'agence, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est compliqué et c'est un métier assez perso et assez solitaire aussi. Ça, c'est pas si loin d'architecte normal, on va dire. Complètement, non ouais. C'est-à-dire que moi, je vois que des architectes en train de galérer à faire des concours et à voilà. s'appliquer les idées voilà, après. C'est quoi. ce que je dis. Ouais. C'est dur. Et du coup, il y a une forme de concurrence dure entre les scénos.
Et donc collégial, parce que mettre 2 scénos et les faire bosser ensemble, faut se lever tôt, quoi. Ouais, parce que moi, je voyais plus le problème comme tu te retrouves devant un conservateur ou un commissaire qui d'un coup a une idée très forte sur la chose et que tu n'étais pas d'accord ou des choses comme ça. Non, c'est pas ça. Okay. Non, c'est parce vraiment que ça, entre collègues, quoi. Okay. Ça, c'est chacun sa place quelque part, ou même un artiste, il faut juste avoir une très bonne analyse de qui va faire quoi, de voir un peu quels vont être les acteurs, et de ne pas perdre son temps avec des questions d'ego à la con, parce que sinon... Mais des fois, c'est des questions de goût. Question de goût... C'est pas des questions d'ego, quoi, non ? Non, mais après, on est rusé. Ok. Enfin, on a les armes pour argumenter et pour faire passer un peu nos idées aussi. Parce que des murs fuchsia, c'est pas mal. Ouais. Non, il n'y a pas ce truc-là quand même des fois. Moi, j'aime bien les murs fuchsia. Enfin, okay. Moi, je suis. Oui, j'ai vu que tu avais fait un collège là, c'était hyper beau, ça, avait des collèges bleus. Oui, voilà. Très très beau. Je suis opposée à rien en fait d'emblée. Non, mais tu vois, fuchsia et vert alors. Mais c'est plutôt agréable de travailler avec plein de corps de métier. C'est génial, c'est la richesse du métier. Et puis qu'un commissaire qui est spécialiste de son sujet nous apporte sa science et que nous, on fait notre pratique. Mais à chaque nouvelle expo, c'est un nouvel univers, on apprend des choses. Donc c'est pas, même si on fait toujours la même chose, on l'a fait de manière différente. Donc c'est un métier pas du tout ennuyeux. Oui, bah ça, on dirait que oui. Même en tant que là, quand tu racontais les trucs de Boltanski, des choses comme ça, on dirait que quand tu fais des choses à échelle 1, c'est quand même toujours une aventure, quoi. C'est un émoi. C'est vraiment un émoi. Après, non. Et puis alors, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Et tu m'as dit il y a combien de scénographes en France Alors, aucune idée. Ah, vous savez pas. Okay. Question, pas beaucoup. Pas beaucoup, de plus en plus. Quand il y a une crise dans l'architecture, les architectes se mettent à faire de la scénographie. Donc il y en a plein en ce moment. Voilà. Non, je sais pas. Il y a des scénographes épisodiques, quoi. Tu peux pas vraiment dire des chiffres. Il y a des critiques de Mais il y a de plus en plus de formations de scénographes. En tout cas, au début, c'était vraiment des archis qui prenaient un peu cette voie parallèle. Mais maintenant, doit y avoir 5 ou 6 BTS qui peuvent être à Belleville ou dans le privé, qui forment les scénographes assez rapidement. Ça, c'est un peu malheureux à la scénographie. Il y a une critique d'art de la scénographie et tout ça, ou pas du tout? Pas du tout. Il y a Roxane Azimi qui avait fait un article à charge sur les scénographes. Ah bon? Ouais, okay. Il y a très longtemps, mais c'était un peu hard. Bon, personne n'a répondu parce que je crois qu'on ne sait pas écrire. Ouais. On décide. Non, mais non, il n'y a pas de critique de scéno. Nous, en tant que scéno, c'est vrai que quand on a l'article sur l'exposition, on guette la petite phrase où on va dire « Ah, et l'accrochage est pertinent », et là, on est rempli de joie. Mais non, c'est vraiment pas... Et puis, c'est pas l'objet d'une... Enfin, je veux dire, on expose quelque chose quand même. Donc, si les gens commencent à regarder comment c'est exposé, c'est presque un échec. Mais j'ai envie de te dire... Ouais. Non, mais justement, parce que, encore une fois, l'expo à IO, moi j'ai entendu beaucoup parler de la scénographie. Ouais. Donc c'est peut-être un défaut en fait. C'est peut-être un. Bah, je sais pas. Peut-être que c'était un peu trop. Peut-être qu'il n'y avait pas ces tableaux, mais en tout cas, il y a ce truc-là de. On était content d'avoir cette scénographie. Les gens en parlaient, quoi. Ouais. Donc c'était. Ok. À voir. Je sais pas quoi dire. Alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était particulièrement importante pour toi, et tu m'as proposé. Alors là, j'aimerais faire une photo parce que c'est magnifique, parce qu'en fait, en perspective, j'ai l'écran de l'ordinateur et j'ai le tableau de Lévilan de Thomas derrière, qui sont vraiment assez. Ils sont pas loin. Hop, voilà. Assimilables. Et mais c'est une gouache de René Magritte qui s'appelle Le Banquet, voilà. Alors pourquoi cette gouache? Parce que je l'avais enfant, depuis bébé, je pense, dans ma chambre. D'accord. Et j'ai vécu avec. Et puis l'original, quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Ça vaut 300 000 €, j'ai regardé. Et quoi? Et à un moment, il y avait écrit sur le cadre, il y a quelque chose qui cloche. Mais je n'avais pas encore compris ce qui clochait. Et j'ai mis hyper tard à comprendre que le soleil était devant les arbres et que c'était ça qui n'était pas logique. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai vécu pendant très très longtemps avec cette réalité-là. Voilà, et c'était OK. Après, il y avait un truc qui clochait, mais je ne savais pas ce que c'était. Puis après, j'ai compris. Et donc, c'est la peinture. Pour moi, c'est vraiment mon paysage où il peut y avoir des divergences. Et voilà. Et donc, un truc affectif, quoi. Oui, complètement affectif. J'ai un rapport très affectif avec tout ça.
Et tes parents, ils étaient architectes? Ils aimaient bien la peinture aussi? Ouais, c'était des vrais architectes. Non, mais ils aimaient bien la peinture aussi. Alors mon père était architecte dans l'hospitalier, il faisait surtout des hôpitaux et des centres culturels, mais enfin c'était des gros bidules. Il a commencé pendant la reconstruction, donc c'était vraiment une autre période pour l'architecture qui était très prospère. Et ma mère est médecin, elle est dermatologue. Ah, ok, trop bien. Et alors je sais pas pourquoi, mais moi Magritte j'aime pas du tout, mais alors, dès que c'est des en gouache, j'adore. C'est un vrai mystère parce que c'est... Il y a un truc plus simple. Oui, celle-là, c'est pas du tout Magritte, moi non plus. L'économie de l'image est plus... J'aime pas trop Magritte, mais celle-ci... c'est quoi ça? Et là je t'ai demandé... ça arrive, t'inquiète pas. Ah oui, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Je te demande une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais. Alors tu m'expliquais que ça faisait pas partie de ton métier de rejeter les choses parce que ton travail c'est un peu de t'adapter aussi à ce qu'on te propose et tout ça. Mais oui, surtout j'ai appris à apprécier, enfin qu'il y avait des choses qui, au début, me rebutaient complètement. Des expos qu'on pouvait m'attribuer, j'étais là, je vais jamais m'en sortir, je déteste. Et puis de rentrer dans l'œuvre et à la fin de vraiment adorer. Donc, c'est un problème, c'est dès qu'on s'intéresse à quelque chose, c'est intéressant en fait. Voilà, c'est ça le problème. Ça, il faut apprendre à aimer de Nietzsche dans Le Gai Savoir, je vous conseille, très bon. Mais tu m'as quand même dit que ça t'inquiétait, l'intelligence artificielle, les images générées par ordinateur et tout ça. Je travaille sur une exposition bientôt sur l'intelligence artificielle et c'est vrai que les œuvres m'ont profondément mis mal à l'aise, alors que vraiment, quand même, j'ai vu beaucoup de choses et tout, et c'est vrai que le rapport au corps de certaines œuvres d'IA générative me remplit d'effroi. Mais je vais pratiquer, je vais comprendre, et je pense que ou peut-être que ça continuera de m'inquiéter, je suis un peu rationnelle, mais c'est vrai que... Et c'est pas tant ces images que tu montres qui sont assez photoréalistes et tout, c'est plutôt les images des corps qui se retournent sur elles-mêmes, des espèces de boucles, les GAN, je crois que ça s'appelle les GAN, je ne sais pas encore bien ce que c'est, mais, et tous ces corps qui sont malmenés avec du bruit, avec un mélange de pixels. Une hystérique peau, un truc comme ça. Ouais, ça me tend. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce que tu es obligé de montrer, tu fais une exposition concrète avec des choses virtuelles. Alors, c'est ça que tu es en train de Oui, alors là, on a beaucoup parlé d'expo de peinture, mais je travaille donc beaucoup sur des œuvres à protocole, sur des... Oui, tu as fait l'Arte Povera aussi. Oui, voilà, ou alors des expositions pour James Coleman, qui est un artiste audiovisuel. Donc on travaille aussi avec l'immatériel, on travaille beaucoup avec l'immatériel, on travaille beaucoup avec l'audiovisuel, on travaille en collaboration avec des directeurs techniques, et il y a cette dimension qui est très, très importante. C'est pas du tout inédit de faire des expos. Et tu penses pas qu'avec les nouveaux espaces virtuels qu'il va y avoir là, bon évidemment ça n'a pas marché là, le truc pour l'instant, le métaverse ou des trucs comme ça, mais d'un coup il y aura peut-être des expositions virtuelles qui seront intéressantes à faire de manière... Non, moi c'est un de mes rêves, c'est de pouvoir organiser des grandes expositions géantes dans les endroits virtuels où d'un coup on n'a pas de problème de droit, on n'a pas de problème de... D'un coup on peut créer des choses... Ouais, on n'a pas trop de problèmes de perspective, et pour la gestion de l'espace, enfin pour le dessin de l'espace. Quand on aura des micros, des trucs comme ça, là, des lunettes et tout ça, non ça... Ouais. Moi, j'ai travaillé pour des gens qui travaillent sur de la réalité virtuelle. C'est pas que ça marchait pas, c'est-à-dire qu'au début, j'ai fait leur atelier, leur studio, pour accrocher les lunettes, les sacs, tout. Et c'était très marrant, c'était vraiment avoir des espèces de matières différentes au sol pour savoir quand est-ce qu'ils arrivaient à la limite de leur espace virtuel. Et puis, j'ai trouvé ça très grisant, très intéressant. Et puis, l'univers dans lequel ils nous emmenaient était très intéressant. Donc, je leur ai dit, mais j'aimerais bien bosser pour vous et faire des espaces d'exposition dans votre réalité virtuelle. Et eux, ça tombait bien parce qu'ils avaient des espèces de coudes ou de warp zones qui s'arrêtaient. Il fallait une transition et peut-être faire un virage aux gens. Donc voilà, on s'est mis d'accord pour essayer de faire un espace d'exposition. Et alors là, je me suis rendu compte de l'illusion totale de ce que c'est que ce monde. Faire des clous au mur. Voilà. Et que c'est très difficile, surtout la profondeur de champ, c'est quelque chose qui est complètement différent. Enfin, voilà. Donc c'est très difficile moi, il m'a semblé très difficile d'exposer des œuvres, des contenus écrits, toutes ces choses-là. En tout cas, c'est un travail en soi, quoi, que je... Ok. Et alors, je t'ai demandé un livre. Ah ben, c'est en train de retomber, Okay, de mourir. Je vais le faire toute seule. Désolé. Je sais pas pourquoi ça tombe toujours sur l'invité, je vais sur moi. Ouais, c'est la chaise. Hein.
Oui, mais on aurait pu inverser. Et donc je t'ai demandé un livre sur l'art, un catalogue, un texte critique qui t'a influencé, et tu m'as proposé un livre qui s'appelle Collage City de 1978 de Colin Rowe et Fred Cutter. J'y connais rien du tout, j'ai même pas eu le temps de le lire. Par contre, c'est toujours joli, c'est toujours beau les livres d'architectes. On ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours des maquettes toujours beaucoup d'images. Beaucoup plus intéressantes souvent que les livres d'art, enfin beaucoup plus transversales comme ça. Alors pourquoi ce livre que tu as lu il y a longtemps, je crois? Parce qu'il avait un regard sur le postmodernisme qui m'intéresse beaucoup, où en gros, alors c'est très simple comme manière de voir, mais ça m'avait beaucoup parlé. Il y a d'une part des gens qui vont continuer, alors là on parle de villes et de bâtiments, des gens qui vont continuer à construire beaucoup et qui vont utiliser l'histoire comme quelque chose de familier, de rassurant, et qui vont citer l'histoire et de faire un vocabulaire autour de tous les objets historiques pour créer quelque chose de rassurant, dans un continuum avec justement l'histoire. Je ne sais pas si je vais être claire. Non, mais c'était hyper clair pour le début. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent les utopies analgésiques, parce qu'ils sont un peu radicaux. On peut penser à Las Vegas, on peut penser à Disney, enfin, où on se sert de l'histoire et on en fait un peu du carton-pâte. On refait le château en rose, quoi. Voilà, ouais. on fait un décorum. Ouais. Et donc, il y a des villes comme Céris, pas très loin de Paris, qui sont des citations de Paris, avec une citation de la place Dauphine, une citation de Haussmannien, mais sauf que c'est Kaufmann and Broad et qu'il démoule les bâtiments, des places de Toscane, tout ça. Et c'est très proche de Las Vegas, où chaque hôtel invoque un univers culturel et tout. Et donc j'ai été très fascinée par ça, par cette fiction dans l'architecture. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui deviennent super modernes et qui font des choses qui ne peuvent pas être réalisées en vrai. Donc Super Studio, toutes ces agences en fait qui ont une création, mais qui n'est pas faite pour être ancrée dans la réalité, qui sont des studios d'architecture, mais qui ne construisent pas et qui décident politiquement de ne pas construire pour rester libres. Et voilà. Et ça, ça a beaucoup, ça a beaucoup équilibré mon. Moi, je veux bien l'atelier de aux enfants, moi aussi, je veux bien. De Corbusier, là. C'est beau, hein? Ouais. J'ai été le voir en vrai. Okay. Il est dans le 14e, il est magnifique. Ça va, le plancher, il est bien? Ça a l'air super. Le plancher? C'est du béton ciré? Ah, je sais pas, j'ai pas regardé le plancher. En tout cas, moi, je veux bien cette maison. Voilà. Je tiens à me dire, si quelqu'un veut faire c'est une boîte de design. Une boîte de design italien. C'est rare que j'ai envie d'avoir une maison, celle-là, je la veux bien. Et bien, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as dit tout Rauschenberg et tout Richter. Ouais. Alors, c'est Mathieu Livrieri qui a préparé les trucs, donc il a choisi ce Rauschenberg-là et ce Richter-là. Alors, pourquoi tout et pourquoi eux? Alors, je vais encore parler de mon enfance, mais Rauschenberg, c'est vraiment mon adolescence. Okay. J'étais aux États-Unis, en Californie, il y avait une exposition de Rauschenberg, et alors en parlant d'émoi, je pense que j'ai eu un émoi par œuvre. Il y en avait beaucoup. C'était avec quel âge à ce moment-là? C'était en 97? Non, je ne sais plus. Parce qu'il y a eu une énorme rétrospective de Rauschenberg à New York, c'était en 97. Non, j'étais en Californie, donc c'était pas là. On a vu la même, mais non. Qui a tourné, quoi. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, et puis voilà, et puis je trouve que ces assemblages... Enfin, je ne peux pas théoriser, en fait. Okay. C'est juste... ça te parle. C'est juste... ça fait partie de mon paysage. Et Richter? Pareil. Désolée. Hein. T'as vu notre festival à Los Angeles? Non, Richter... c'est ce rapport... Enfin, justement, c'est à la photographie, à l'opération... et puis maintenant, même ces toiles abstraites ont quelque chose de photographique, d'hyper réaliste. C'est juste... En fait... Quand j'ai été voir, comment il s'appelle, ça va être terrible, La Chapelle, Rothko. Oui, j'ai été voir Rothko, et toute cette expo Rothko, je suis sortie. Donc à LVMH, à Louis Vuitton. Ouais. J'ai acheté le catalogue de Richter. Okay. Parce que, Richter pour moi... Plus de variété déjà, donc c'est pas mal. Je sais pas, ça me touche aussi énormément. Mais alors c'est nul en interview, désolé. Non, pas du tout, c'est intéressant. Et t'irais pas le joindre, l'appeler en lui disant « Ah, j'aimerais bien faire une scénographie pour vous » et tout ça? Parce que c'est quand même rigolo d'avoir des artistes vivants qu'on aime bien et d'avoir la simplicité d'aller demander. Je sais pas si j'arriverai à le joindre. Il y a un site. Hein. Ouais, t'as raison. contact@richter.com. Non, mais des fois on n'y pense pas. Hein, c'est un truc très simple. Hein, c'est que souvent les artistes sont plus simples que ce qu'on croit. Non?
Jeff Koons, c'est jeffkoons@gmail.com. Ouais, alors lui, je sais pas si c'est complètement simple, mais ouais. Je viens de donner le mail de Jeff Koons au monde entier. Mais c'est comme ça. Donc ça, c'est une photo de chez moi. Alors oui, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et là tu m'as parlé d'un peintre qui s'appelle Terencio González, et tu es carrément allé dans les détails, puisque tu as une peinture de lui chez toi. Donc c'est un très meilleur compliment pour un peintre, c'est d'être à côté du lit. Voilà. Donc, Acheté, il nous l'a donné. Ah, oui, c'est ça. Bah, il est derrière toi, Terencio. Ah bah c'est bien foutu. Hein. On est pour ça être une sacrée soirée, quoi. Donc moi j'ai trouvé celui-là comme visuel sur internet. Et donc tu m'avais pourquoi ce tableau alors parce que tu en es très content. Alors non, déjà c'est c'est vrai que j'ai assez peu de tableaux sur mes murs et que celui-ci, je dois l'avoir depuis 5 ans. Et il est omniprésent chez nous et il n'y a aucune lassitude. Il a d'une richesse en fait. Les deux dégradés de couleurs que tu vois en fait ce sont des collages de fonds. D'affiches qu'on trouve en Argentine et qui sont des fonds d'affiches imprimés pour mettre les événements culturels, les concerts et tout. Et donc sur ces feuilles, tu as des spectres de lettres en fait, qui sont des résidus d'impression. Et donc c'est extrêmement subtil et en même temps, on en trouve toujours des nouveaux. Enfin, il y a quelque chose de très profond. Comme une anamnèse, un truc comme ça. Oui. Pardon, je faisais mon prétentieux, j'ai trouvé le mot. Bon, arrête de dire anamnèse. On sent que c'est Et voilà. Et donc, maintenant, il a une toute nouvelle salve de tableaux qui sont aussi magnifiques. C'est des grands tableaux, c'est extrêmement lumineux. Et voilà, c'est pareil. Je trouve ça très beau. Trop bien. Voilà. Écoute, on est dans le timing parfait. Je suis à 1h00. Je suis un peu fier de mon côté présentateur de télé. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout, on vous enverra pas du tout. Du moment qu'on répare. Généralement, c'est la première question qui est difficile, après c'est plus facile. Mais si vous n'en avez pas, on vous en voudra pas. Ah, Lady Marty, tu as une question? Non, je voulais juste ajouter que, en fait, aux Arts Déco, c'est une formation d'architecte d'intérieur et de scénographie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas construire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, derrière, vont à Paris la ville ou ailleurs, pour pouvoir avoir le diplôme qui permet de construire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'était le cas quand je suis sortie de l'école. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. En tout cas, pas pour l'architecture, mais pour la scénographie. Maintenant, c'est plus considéré comme une prestation intellectuelle. On est, depuis assez peu de temps, accepté à la Maison des Artistes. Et on a moins. En fait, petit à petit, le métier s'est éloigné de l'architecture et de ses responsabilités, de sa lourdeur, pour une prestation intellectuelle plus légère. Et c'est vrai que vu qu'on travaille énormément pour des institutions ou pour des grosses machines, elles ont déjà, elles, tout leur attirail. Et c'est pas la peine. Il y avait beaucoup de doublons, en fait, dans le fait d'avoir une agence. Mais c'était le cas quand j'ai passé mon diplôme, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, on n'a plus besoin d'être beaucoup moins. Je m'en fous complètement. Une autre question? Oui. Ah, très bonne question. Ouais, alors c'est horrible que je n'ai pas parlé de lumière. Non, mais justement, c'est une très bonne question. C'est tellement important. Donc c'est la question de la lumière dans les expositions à la fin. Voilà, oui. je dis pour les YouTube. Alors, du coup, je vais parler de quelqu'un. C'est Thierry d'Oliveira-Ress, avec qui je travaille quasiment tout le temps, et qu'on appelle le maître des lumières. C'est-à-dire que, en fait, l'expo est normale, elle est OK, elle est bien, elle fonctionne. Mais c'est vrai qu'après son passage et après son travail, c'est beaucoup plus beau, c'est lumineux. Voilà. Mais c'est plus que lumineux. Donc c'est un travail extrêmement subtil. Il est toujours. Alors il arrive. Quand on est sur notre chantier scéno pur et dur, l'éclairagiste souvent est là parce qu'il installe les lampes sur les rails. Donc il est sur sa nacelle et on tuile un peu notre travail et il commence à poser les projecteurs. Parce il a déjà le plan, il sait où vont être les tableaux. Et puis, il revient quand les tableaux sont posés. Et souvent, c'est-à-dire que le tableau est accroché, le commissaire valide l'emplacement de manière définitive. Et tout de suite après, il arrive avec sa génie, il monte et il éclaire. Et comme ça, c'est vraiment une succession de...
Enfin, les gens se succèdent devant les tableaux, et lui, il vient vraiment en dernier, il vient vraiment sublimer, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc lui, il ne peut pas poser des questions en amont, par exemple, sur le Bien sûr plan, que si, en disant, bah là, il y a un problème. Si, il est présent à chaque phase de validation du projet. Il peut mettre en garde sur, par exemple, des expositions où il y a des œuvres qui sont dans des boîtes ou des choses comme ça. Il peut y avoir des problèmes d'ombre portée. Des problèmes aussi, vous imaginez bien le plafond de Pompidou, il y a des gaines, quoi, il y a des choses, donc il y a des impossibilités. Il est là pour lever les lièvres, mais vraiment l'important, et il recueille vraiment aussi l'envie du commissaire, mais il agit vraiment à la toute fin. On a plein de questions, c'est fou. Est-ce qu'il y a une surface minimale ou une complexité des lieux pour qu'un scénographe soit justifié? Ou alors, par exemple, ici, dans ce volume-là, vous auriez pu, j'imagine que c'est pas vous qui avez fait la scénographie ici? Bah, non, ça se voit. Hein. Non, mais voilà, est-ce que alors, il y a un volume, j'imagine, plus important ou... Pas du tout. Quand on parle de... Alors, par exemple, vous voyez, quand je jette des artistes à faire un concours, ça peut être une demi-journée de travail ou une journée de travail. Et c'est donc un accrochage, si on a déjà les plans, c'est extrêmement rapide à faire. Donc plus les espaces sont petits, on ne va pas se leurrer, plus ça va vite. Plus les espaces sont complexes, moins ça va vite. Moins on a d'argent, moins ça va vite. Enfin, vous voyez, il y a plein de paramètres. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je pense qu'il y a plus une limite à une exposition complexe, grande, avec des œuvres à protocole, des œuvres complexes. Toutes ces choses-là, au bout d'un moment, n'importe qui ne peut pas la faire. Alors que quelqu'un qui a un œil sur une expo photo, une expo peinture, il peut tout à fait s'en sortir sans scénographe. Il y a plutôt la critique, c'est un moment on ne peut plus, il me semble, s'en sortir sans scénographie. En même temps, on sent une sensibilité quand même dans ta scénographie. Là. Enfin, moi, j'ai vu ton dossier et tout ça, il y a un truc Pourquoi tu... Non, mais on sent t'es derrière, on sent quelqu'un derrière, quoi. Bah, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Non, mais parce que tu fais l'humble, mais il y a quand même un truc de personnalité qui peut se jouer dans la scénographie, quoi. Oui, mais par exemple, sur un accrochage, on lit moins, on va dire, le style d'un scéno sur un accrochage, et alors que le scéno peut avoir vraiment... il peut aider à travailler plus vite aussi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont des réflexes pour lui, qui ne sont pas tout de suite évidents. Donc ça vaut toujours le coup. Puis surtout, c'est extrêmement rapide de modéliser un mur. Et surtout, pour les gens qui ne peuvent pas avoir de scénographe, il y a cet exercice de mise à l'échelle qui peut être fait soit sur maquette, soit en découpant, en faisant sur Word. Moi, on peut le faire sur Word, d'avoir la surface sur laquelle on va exposer et l'œuvre à la même échelle, et d'avoir ce principe de réalité, de commencer à travailler avec. Quand on a ça, on est déjà assez autonome. Et après, on peut faire appel. Je fais ça sur une design, comme des mises voilà. en page de livres. Exactement. Ouais. Mais j'ai vu qu'en sur Word, tu peux le faire de manière encore plus simple. Il faut juste dimensionner au 10e ou au 100e. On prend une échelle très simple pour ne pas se prendre la tête avec les règles de 3 et tout. Et quitte après à faire appel à un scénographe. Mais en tout cas, ça, je pense que vraiment tout le monde, les commissaires, les artistes, peuvent se l'approprier, le rapport d'échelle. Est-ce que tu as des ambitions secrètes, genre un truc qui te ferait rêver d'avoir un espace complètement gigantesque, un truc où tu ne te poses pas du tout la question, tu te projettes dans des choses ou pas du tout, c'est vraiment au tout venant, c'est un peu... tu veux pas, je sais pas, le grand palais éphémère à toi toute seule? Je sais pas, non. Quand je fais un concours, j'espère le gagner. Quand je le perds, je suis déçue. J'ai un peu le nez dans le guidon et pour l'instant, c'est... Alors pour le coup, je fais plein de perspectives, mais dans ma vie... c'est assez court terme. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas de plan de carrière. Enfin, je trouve que d'être à Pompidou pour un scénographe, c'est génial. C'est surtout un luxe, une sécurité qui fait qu'on peut explorer plein de choses et qu'on n'est pas tenu matériellement par ce problème de perdu, gagné, qui est vachement dur et qui est, non seulement est dur, mais aussi est usant. Là, on n'est que dans la pratique du métier. Et ça, c'est juste merveilleux, quoi. Trop bien. Ah merde. Ouais. Ah bah oui. Oui. Il y a Pompidou hors les murs et tout ça, il y a plein de choses. Ouais, il y a beaucoup de hors les murs. Vraiment partout dans le monde. Donc on travaille déjà depuis un moment. On travaille. Il y a une grande partie des équipes qui travaillent à l'étranger. Et puis il va y avoir aussi des partenariats. Oui, voilà. Alors, ils ont parfois c'est vraiment des géométries très variables,
Mais il y a Westbound à Shanghai, il y a Canal à Bruxelles, il y a plein d'endroits où j'ai travaillé. C'est aussi très, très intéressant de travailler avec plein d'acteurs très différents. Donc, en fait, c'est un peu la partie, c'est une petite partie, c'est pas une petite partie, mais ça n'est pas tout, l'espace du Centre Pompidou. Voilà, ouais. Trop bien, peut-être on va arrêter là, parce que voilà. Mais merci beaucoup à tous d'être là. Merci aux Merci. équipes des Filles Calvaire et à la Mathieu Livreillerie à la préparation. Voilà, c'est spécial.